C'est aussi pour ça, je pense que j'ai pas joué, ça me saoulait tous les jeux de gestion, il y avait que des jeux de gestion, ça me gavait, les colons, franchement, colons Catan, ça me cassait les couilles. Ensuite, c'est la sortie de The Adventurer, le temple de Shak, puis de la pyramide d'Horus. On retrouve dans le premier, d'ailleurs, la scène d'ouverture des aventuriers de l'Arche perdue. Tout à fait. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, en fait, le thème ou la mécanique? Le thème. Les aventuriers, c'est le thème qui est arrivé en premier, parce que... Oh la vache, c'était en... Alors, je vais essayer, hein. Nous, je crois qu'on l'a fait en 2006 ou 2007 pour un concours qui était le concours JSP. Et voilà, nous on voulait faire Guillaume un jeu sur le thème d'Indiana Jones, mais donc on pouvait pas avoir la licence Indiana Jones évidemment, donc sur le thème Indiana Jones. Et donc la boule c'était central évidemment, il fallait, c'était l'élément iconique. Tu vois une grosse boule qui roule dans un couloir fermé, c'est Indiana Jones. Et donc voilà, on s'en est servi comme moteur pas comme moteur du jeu, comme timer du jeu plutôt. C'est-à-dire que c'était la boule dans le jeu, elle fonctionne comme un fil conducteur en fait entre les différentes épreuves. C'est plein d'épreuves relativement indépendantes, sauf qu'on essaie qu'elles ne soient pas totalement. Et il y a un fil conducteur transversal qui est cette boule. Qui fait avancer. C'est l'équivalent de la boule dans le 2, c'est le plafond qui s'effondre. Personnellement, thématiquement le 1 est meilleur, mais je trouve que en termes de gameplay, le 2 est meilleur. Je trouve que le 2, l'intensité du 2 et la possibilité d'action des joueurs dans le 2 est plus importante que dans le 1. Je pense que le 2, contrairement à beaucoup de films, est meilleur que le 1, même si le thème du 1, du fait de la boule, est plus parlant. Parle vraiment plus au plus grand nombre. Plus iconique. Ouais. Et ça, par contre, c'est deux jeux dont je suis assez fier. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, on va dire qu'Adventurer 1, c'est vraiment c'est le jeu qui m'a lancé. En fait, Adventurer 1, j'avais été invité donc en 2009 pour sa sortie à Gen Con par David Preti, qui aujourd'hui est cadre important, on va dire, est partenaire chez Konami. Et à l'époque, il avait créé Dust. Et il m'a invité à la Gen Con pour présenter le jeu. Donc je parle très très mal anglais, mais c'était encore pire à l'époque. Et ça a été une claque monumentale, la Gen Con. J'ai passé vraiment les 4 meilleurs jours de ma vie. C'était vraiment, mais ça m'a retourné la tête. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et voilà, ça vraiment, j'ai décidé que je ne vivrais que du jeu après la Gen Con. C'était pas possible de faire autrement, c'était trop bien. Je voulais faire ça. J'avais même calculé qu'il me il me fallait 800 € par mois pour vivre. C'était, en fait, il fallait que je me paye mes cafés et mon truc, et je resterai chez moi, chez ma mère toute ma vie, mais je ferai du jeu. C'était, voilà. Non, la Gen Con. En fait, parce que la Gen Con, c'était très jeu de rôle aussi, et c'est ça que là, voilà, ça changeait beaucoup du paysage en 2009, du paysage français. Parce que moi, tous les jeux, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai pas joué, ça me saoulait tous les jeux de gestion, il y avait que des jeux de gestion, ça me gavait, les colons, franchement, colons Catan, ça me cassait les couilles. J'avais des potes qui jouaient avec ça me saoulait, on parlait de Kailus, c'est très bien, je suis très très pote avec Cyril et tout, mais tous les jeux comme ça me gavait, mais c'était incroyable. Enfin, on était tellement loin justement de moi, ce que je connaissais, c'est-à-dire le jeu de rôle et ce qui me plaisait, et ce qui m'avait plu depuis l'âge de 12 ans. Et là, quand j'arrive à la Gen Con, je tombe sur un salon qui est blindé de jeux de rôle. Et du coup, je me rappelle, je ramenais du jeu de rôle, des trucs improbables. D'ailleurs, j'avais ramené un jeu qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais qui était justement un Roadkill ou un truc comme ça, un jeu de rôle, hein, en gros, un post-apo à la Mad Max, avec une extension, avec des mutants, enfin, c'était n'importe quoi, c'était très belle couverture, dégueulasse à l'intérieur, mais c'était mon souvenir de la Gen Con, quoi. C'était, la Gen Con, ça m'a vraiment retourné la tête. C'est un des passages les plus importants de ma vie, on va dire, ces 4 jours. Du coup, maintenant, on est concurrents avec David, qui m'a invité à l'époque. Mais on s'entend bien. Justement, dans ce jeu, The Adventurer,
Tu parlais de la boule, etc. Je me souviens, il y avait des murs aussi, je crois, et des petites figurines. Des murs qui se rapprochent. C'est d'ailleurs des figurines, c'était parce qu'il y a aussi le set de figurines prépeintes d'ailleurs, parce que c'était l'époque où on commençait à se dire on peut faire du prépeint, et en fait non, c'est trop cher, on arrête tous. Mais parce que David aussi avait des parts chez Rackham, enfin c'était et Dust, c'est aussi Paolo Parente, enfin voilà, c'est tout un petit univers de gens qui étaient des fans de la figurine et qui ont amené beaucoup au jeu de plateau en fait. C'est qu'on ramenait dans le jeu de plateau les technologies du jeu de figurine. Ça c'est un truc, ça c'est des expériences super intéressantes. Hein. C'est des gens, Paolo Parente ou David Preti, c'est marrant parce que c'est des gens avec qui des fois, surtout David, on est en tension, puis après on est plus en tension et ça, mais il y a quand même un espèce de respect mutuel assez fort parce que bien qu'on soit aussi concurrents, enfin, on est plus concurrents que collègues aujourd'hui, mais c'est des mecs très forts. Enfin, voilà, quand on voit le succès de Cool Mini aujourd'hui, quand on voit toutes les, c'est des mecs très intéressants en tous les cas. Voilà, c'est des rencontres que je regrette pas. En fait, voilà, là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de rencontres très phares. Le premier à m'avoir emmené vers le haut, donc c'est David Preti. Et après c'est Martinez 2 ans plus tard. Là, lui qui m'a vraiment qui m'a porté quoi. C'est ça c'est vraiment voilà. Et au niveau de l'éditeur, ça a été facile de lui faire accepter qu'il fallait ce matériel là en fait dans la boîte. Oui, justement, c'est là où je dirais que David était visionnaire, c'est que lui il voulait un jeu en fait ce qui l'a intéressé dans le thème des aventuriers, c'est que ça lui rappelait un jeu, je sais pas si c'était Hasbro ou pas, l'île infernale, oui. Il y avait une grosse boule qui tombait, je crois, ou la lave, je sais plus, mais c'était en fait un jeu à matériel. Et lui il voulait en fait parce que lui vient de la figurine, il voulait du matériel, il voulait de la figurine, il voulait de la 3D. On lui a dit les petits ponts, d'ailleurs l'idée des ponts en planche, ça c'est lui, nous on pensait, on lui a dit du punch ce sera très bien, on lui a dit non plastique. Nous on pensait que la boule initialement dans le proto, mais ça on pensait que ce sera le plus simple, que ce soit un truc en polystyrène. Non plastique. Enfin pour lui investir dans des moules et dans de la fabrication plastique, ça a jamais été vu comme un frein en fait. Et voilà, ça fait partie. Enfin, le jeu a dû son succès en grande partie à son matériel. Hein, faut pas se mentir. C'est parce que là pour le coup, le matériel, il servait bien la mécanique. Justement, enfin, je pense qu'en termes de jeu famille. Ouais, je pense qu'il a pas à rougir des autres jeux, quoi. Donc tu dis, ce jeu a bien marché. On parle de combien de boîtes à peu près vendues? On parle de, alors c'est bien marché par rapport pour l'époque. Pour l'époque, oui. Ouais, on parle de 25 000 du 1 et de 15 000 du 2. On va dire la licence aventureur, c'est 40 000 boîtes. Alors bien sûr, il y a des jeux qui font beaucoup plus. Mais à l'époque et moi dans ma situation, c'était vraiment un franc succès. C'était après, le jeu était un peu cher à produire, donc je sais pas s'il était extrêmement rentable. Enfin, du coup, il était cher, il était à 45 € prix public. C'est quand même, on était pour du familial déjà dans une gamme de prix assez élevée quand même. Est-ce que le succès rend plus facile les rencontres avec les éditeurs? Bah oui. Là, on peut raconter ce qu'on veut. Le mec il te dit non, il te ment. Bah oui, parce que c'est vrai. Non, mais il y a Alain là. Tu bois des coups, tu bois des cafés, tiens, hop, tu montes ton proto, en plus t'as les relations, tu passes très vite de collègues à amis, enfin, parce que c'est quand même un tout petit monde, donc il y a de moins en moins petit, hein, mais là, je te parle d'il y a 10, 7 ans, c'était encore un tout petit monde, donc, où tout le monde se connaît, enfin, et ça l'est plus ou moins encore quand même. Et donc oui, enfin c'est évident, c'est beaucoup. Enfin, ouais, c'est 100 fois plus facile. Et justement, tu parles que ça crée des liens d'amitié, etc. Mais quand on a du succès, est-ce que ça permet aussi une marge de manœuvre quand on négocie, par exemple, les contrats d'auteur? Ça dépend. Moi, je suis assez chiant. Moi, je suis vraiment chiant en fait.
c'est aussi pour ça que je travaille surtout avec Bombix, parce qu'avec Erwan, c'est un truc qu'il accepte ça. C'est, par exemple, on travaille pas avec Space Cowboy parce que on a failli, mais non, on n'est pas d'accord. Ah, moi, je suis vraiment chiant. Non, mais je sais pas quoi dire. Mais oui, enfin, en fait, techniquement, un contrat, c'est entre deux parties et tu mets ce que tu veux. Après, ce qui se passe dans la vraie vie, voilà. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que t'as un rapport de force. Et que, oui, mais ça dépend de quel côté t'es du levier et à quel point le levier il est gros. Mais non, mais je veux dire un truc tout bête. Aujourd'hui, t'es Antoine Boza ou Bruno Catala et tu vas chez un micro-éditeur qui se crée, tu te retrouves avec un levier comme ça et tu fais ce que tu veux dans ton contrat. Je t'assure. Aujourd'hui, t'es quelqu'un justement que tu peux pas avoir le nom en tête parce que ça va être ton premier jeu et qui va, je veux dire un truc qui va chez Hasbro, il se retrouve avec un levier comme ça et tu feras rien. On va lui imposer un contrat. Et donc, mais bien sûr que techniquement, en tout cas théoriquement, un contrat jusqu'à signature, t'as des drafts et tu fais ce que tu veux dedans, dans la mesure du légal.